T'entends très bien, tu es en direct. Alors, Jean-Stéphane, je vais en profiter en attendant que ton document arrive, ce qui ne nous empêchera pas de commencer de toute façon. Voilà. Merci, Jean-Stéphane Strizna, d'abord, de nous accorder de votre temps. Merci. Donc, je vous présente en quelques mots. Vous êtes un communicant. Vous avez fondé avec votre épouse l'agence conseil JST Conseil, dont on peut rappeler l'adresse, c'est jstconseil.eu. Donc, vous êtes un communicant depuis plusieurs décennies. Vous avez commencé dans la communication politique. Aujourd'hui, vous conseillez donc plutôt des entreprises, des associations culturelles, notamment certaines qui sont emblématiques dans la région qui nous est commune en Aquitaine. Vous êtes notamment, vous occupez de toutes les relations médias, de la bataille de Castillon et d'un festival qui prend de plus en plus d'ampleur qui s'appelle le festival Philosophia à Saint-Émilion. Et la question que nous avons demandé de traiter pour nous, c'est savoir comment aider une association à communiquer, à mieux communiquer et d'autant plus à communiquer dans une situation de crise telle qu'elle est la nôtre en ce moment, à savoir qu'il est parfois compliqué de se réunir, compliqué de faire des conférences de presse, peut-être compliqué de se faire connaître des médias et du public en général. Et donc, nous sommes impatients de vous entendre, de vous écouter sur ces chapitres. Comment communiquer en situation de crise. J'ai oublié aussi, vous êtes enseignant à la Sorbonne. Vous avez enseigné la communication pendant plusieurs années. Et donc, vous êtes vraiment pour nous à la fois un interlocuteur privilégié, parce que vous connaissez bien le monde du patrimoine, et aussi quelqu'un dont la compétence a fait ses preuves, parce que moi-même qui suis acteur dans le monde du patrimoine et journaliste dans le monde du patrimoine, j'ai eu souvent affaire à vous, et j'ai toujours souvent affaire à vous dans mon activité professionnelle. Stéphane, pendant que je cherche votre document, je pense que vous pouvez peut-être prendre commencer. la parole. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Benoît m'a présenté. Si j'avais la solution impeccable et juste à mettre en boîte, ça serait parfait. Malheureusement, personne n'a la solution parce que c'est une première fois. Si j'avais la solution, voilà. Est-ce que ça marche encore? Oui. Oui, on t'entend, je t'entends. Si j'avais la solution à 100%, je la communiquerais à notre gouvernement, puisque vous voyez que sa communication, pour l'instant, a quelques difficultés. Cependant, j'ai des pistes de solutions, et c'est de cela que je voudrais vous parler, et pour que nous puissions réfléchir ensemble sur l'avenir, puisque le passé ne nous intéresse déjà plus, on va parler du présent et de l'avenir. Alors, on y va. Là, nous avons une fenêtre un peu bizarre qui s'affiche, Jean-Stéphane. C'est toi qui as fait un partage d'écran? Du tout, je n'ai pas fait de partage d'écran. Il y a une page qui ne me plaît pas. Alors, que se passe-t-il? Voilà. C'est bon. C'est pas ça du tout qui m'intéresse. Vas-y, Jean-Stéphane. Vas-y, nous t'écoutons. Est-ce que y a-t-il encore une communication ou est-ce que… Oui, nous t'entendons très bien. Bon, je ne vois plus rien, mais ce n'est pas très grave tant que vous me voyez. Alors, oui, nous t'entendons très bien et nous te voyons bien. La crise sanitaire actuelle est totalement extérieure à vos activités et donc vous êtes tous, et nous sommes tous, victimes d'une crise de communication dans laquelle nous n'avons pas la moindre part. C'est en ça que ça se démarque de la communication de crise, un grand classique des communicants. Dans la communication de crise, on est quelque part, entre guillemets, fautif. Là, la crise nous est tombée dessus, nous ne sommes pas fautifs, nous ne sommes pas partie prenante, et pourtant, nous avons affaire à une crise en communication extrêmement grave, simplement parce que nous n'avons plus de place. Le journal télévisé de midi, c'était 80% du temps sur le Covid. Depuis un an, le temps est sur le Covid ou sur les dérivés du Covid. Alors, c'est là-dessus qu'on va s'interroger. Comment peut-on se faire de la place quand la place est prise par d'autres? Généralement,
les crises, que ce soit la guerre du Golfe, que ce soit même les tours américaines, généralement, la crise dure une quinzaine de jours, 3 semaines au maximum, et puis tout reprend. C'est-à-dire que dans les événements culturels, nous avons un léger décalage, mais pas vraiment d'annulation. On a le cœur de cible grâce aux journaux spécialisés, on a nos propres réseaux, et ça va bien. Actuellement, c'est beaucoup plus grave parce que ça fait un an où en permanence, on nous rabâche le Covid. Alors, on a eu le droit à tout le suspense voulu, on n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de seringue, on n'a pas eu ci. On a vu une foultitude de spécialistes de tout et de rien qui sont venus nous expliquer comment ça allait marcher et comment ça ne marchait pas. Toute la place a été prise. En plus, petit à petit, la tension est montée dans la population et les gens ont un peu peur. C'est vrai que ça n'aide pas à communiquer quand on est en période de stress. Moi-même, face à vous, c'est la première conférence en 40 ans que je vais faire sans vous voir, sans vous connaître. Je suis face à un écran et je n'ai pas le moindre feedback. Alors, comme j'enseigne que ce qui est important, ce n'est pas l'individu qui émet, mais celui qui reçoit, c'est-à-dire que le feedback nous guide dans notre progression. J'ai demandé à Benoît de noter et éventuellement de m'interrompre en cours de route, puisque sans savoir votre réaction, j'ai une grande difficulté à continuer. J'ai choisi un plan extrêmement simple, nous permettant de ne pas se perdre. On verra le message, la composition du message, tout ce qui va avec le message. Puis ensuite, on verra les cibles. Et enfin, on verra les canaux de communication. Et à chaque fois, on va dire ce que c'était et ce que ça va devenir avec la crise. Je vais commencer tout de suite par une introduction ramenant tout le monde sur les termes de communication. On va définir la crise en matière de communication. En matière de communication, une crise, c'est un court-circuit. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un fil qui relie les deux. Pour une raison qu'on ne connaît pas, ça ne marche plus. La communication n'étant plus établie, on perd son public. Les hommes politiques rentrent dans l'ombre, les vedettes n'existent plus. On n'a plus de public simplement parce qu'on a cassé ce circuit. Immédiatement après cette cassure, un autre émetteur, parce qu'il y en a des millions, vient remplacer celui qui est parti. C'est la valse des leaders politiques, mais c'est aussi pareil pour l'ensemble des événements. Un événement chasse l'autre. La crise modifie les 3 éléments de cette ligne. L'émetteur, le câble et le récepteur. Le message, le vecteur du message et le récepteur du message. Les crises, ce n'est pas très nouveau. J'ai passé toute ma vie en crise. On a eu la crise de 68, on a eu la crise du pétrole, on a eu la crise de la guerre, il y a tout le temps des crises. Ce n'est pas très grave. La communication récupère la crise et reprend et avance un peu plus. Je n'ai plus du tout sur mon écran d'image, mais quelque chose de très différent. Nous te voyons bien en tout cas. Jean-Stéphane, tu es parfaitement visible. Me voit. Oui, je pense, oui. Je n'ai plus rien à l'image, si ce n'est une bande dessinée. Je ne sais pas qui m'envoie cette bande dessinée. Pour qu'on comprenne bien le phénomène, je vais vous parler de Maslow. Maslow est un économiste et psychologue qui, dans les années 1950, va définir le besoin des hommes. Si vous avez mon PowerPoint, en dernière page, vous avez la pyramide de Maslow. Nous n'avons pas ton PowerPoint. Bien, ben alors on le verra tout à l'heure. Oui. Il définit les besoins sous forme d'une pyramide en disant qu'on peut passer aux besoins supérieurs à partir du moment où on a comblé le besoin inférieur. Le premier besoin, c'est classique, c'est la nutrition.
Si vous avez faim, si vous avez froid, si vous n'avez pas de domicile, il est difficile de vous parler culture et littérature. Jean-Paul Sartre disait « Par les philosophies, un ventre affamé est un crime ». Je pense que là, il n'avait pas tort. Donc, ce premier besoin nutritionnel, il faut d'abord le combler. Quand il est comblé, immédiatement après, on passe au besoin supérieur. Ce besoin, c'est le besoin de sécurité. J'ai mangé aujourd'hui, mais j'aimerais aussi manger demain. Donc, j'achète un réfrigérateur et je remplis mon réfrigérateur et j'ai suffisamment pour me nourrir. Parallèlement, j'ai rempli mon compte d'épargne et j'ai suffisamment pour vivre une semaine, un mois, un an. Dès que j'ai rempli ces deux premières conditions, la nutrition et la sécurité, m'arrive un nouveau besoin. Je m'ennuie tout seul, j'ai besoin de me faire des amis. C'est ce que Maslow appelle le besoin de convivialité. On a besoin d'être entre soi et de ne pas être tout seul devant sa glace. Dès que j'ai rempli ce besoin de convivialité, en arrive un autre. Oui, j'ai beaucoup d'amis, mais je voudrais briller parmi ces amis, c'est-à-dire que je voudrais être reconnu parmi ses amis. Alors, on est reconnu de 100 000 façons. On peut être reconnu parce qu'on est le plus grand, le plus beau, le plus fort. On peut être aussi reconnu parce qu'on est le cancre du fond de la classe et que tous les jours, l'enseignant vous rappelant que vous êtes un cancre, vous êtes la petite vedette parce que vous avez un statut, vous êtes le cancre. Le besoin de reconnaissance n'est pas forcément un besoin de distinction, c'est simplement de se différencier des autres et d'être reconnu comme différent des autres. Quand on a rempli ces quatre premiers besoins, nutrition, sécurité, convivialité, reconnaissance, eh bien on tombe sur un gouffre. Ce gouffre, c'est le besoin d'accomplissement personnel. Plus rien n'a d'importance, si ce n'est que je me reconnaisse moi-même comme ayant atteint une sorte de nirvana. Tout cela pour vous expliquer cette progression et en quoi la crise va changer cette progression. En 68, nous avons une crise de convivialité. Les mots d'ordre, c'est tous ensemble, amusons-nous sous les pavés la plage. On est en pleine période de prospérité, du moins apparente, et les étudiants ont envie d'être en commun, de faire la fête, de se voir. En 74, on a la crise du pétrole. Et d'un seul coup, on va descendre d'un besoin. Ce n'est plus la convivialité dont on a besoin, c'est de la sécurité qu'on a besoin. Et quand on est dans ce besoin de sécurité, qu'est-ce qu'on veut? On veut des garanties. Et alors, c'est la grande époque des assurances, c'est la grande époque des garanties. Imaginez que les voitures étaient garanties 1 an il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on vous vend des voitures garanties 7 ans. Voire on vous loue des voitures pour que vous soyez encore plus tranquille. Si elles tombent en panne, on vous en donne une autre. Cette régression de besoins se traduit dans tous les éléments de la société. Et puis aujourd'hui, on est passé dans une période de peur, et non seulement on n'est plus en besoin de sécurité, mais on commence à arriver en besoin nutritionnel. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur qu'ils ont peur que demain, il y ait tellement de chômage qu'on ne puisse plus se nourrir, qu'on soit expulsé, etc. Et regardez la publicité, depuis quelques semaines, on ne parle que rabais, ristournes. Il y a encore quelques temps, on nous parlait de l'écologie, du vert et autres. Vous allez voir que dans les mois qui viennent, on ne nous parlera plus que de survie, avec tout ce qu'il faut autour pour mettre un peu une impression festive autour d'une préoccupation qui va être une préoccupation de survie. En période d'insécurité et de besoins nutritionnels, vous savez, et vous pouvez imaginer que le besoin culturel va un petit peu descendre. On va avoir besoin d'imagination pour attirer encore du public. Ce n'est pas un plombier qui siffle, c'est mon perroquet, mais il va se taire dans peu de temps. Vous avez un sifflement. Je vois que tout le monde m'entend encore. Oui, tout à fait. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Merci. Pour que vous compreniez bien cette base fondamentale de la com qui est les besoins selon Maslow, je vais vous raconter une histoire personnelle sur le pain Jacquet. Il y a très longtemps, j'ai travaillé pour les pains Jacquet, ces pains en sachet qui se conservent.
Le pain Jacquet est arrivé, né dans les années 46 et est arrivé à utiliser tous les niveaux de la pyramide de Maslow. Il commence par, après la guerre, une période encore difficile, par le pain qui ne coûte pas cher. C'est vrai, il coûte moins cher que la baguette, puisque comme il se conserve, il n'y a pas de perte. Quelques années après, tout le monde a du pain, le problème de prix s'atténue, alors ça devient le pain qui se conserve et qui est disponible quand on reçoit des amis. On est en plein problème de convivialité. Le pain est toujours disponible. Quand on a des amis, on ouvre le placard, il est là et il est frais. Et dans les années 80, quand j'ai travaillé pour eux, on en était avec le pain qui allait le mieux avec le foie gras. Nous n'étions plus ni en sécurité, ni en convivialité, nous étions dans le besoin d'estime. Vous sortez du pain demi pour manger votre foie gras. En l'occurrence, ils faisaient du pain demi pour manger du caviar, puisque quand Bérégovoy a inauguré leur usine, ils ont servi du caviar sur du pain demi sucré. Vous voyez l'anecdote personnelle, mais pour bien montrer que la communication suit l'état de la société et que ce qui est inquiétant pour l'avenir, c'est cette régression des besoins qui fait que nous ne pourrons plus rien vendre, entre guillemets, puisque la culture, ça ne se vend pas, mais nous ne pourrons plus rien vendre à partir du moment où les gens auront qu'une priorité, c'est mettre un peu d'argent sur la caisse d'épargne. Les apports de caisse d'épargne en pleine crise ont doublé cette année. C'était la première réflexion qu'il fallait avoir. Quand les gens ont peur, la communication devient difficile. Deuxième remarque, la communication est une action et on a toujours tendance à la juger bonne, mauvaise, passable, en fonction de l'intérêt qu'on a pris à écouter cette communication. Ah, c'était amusant, c'était une bonne pub. Non, on ne peut pas juger la communication sur l'impression et le plaisir qu'on y prend. La communication est une action, elle se juge sur le résultat. S'il y a une mauvaise pub, mais qu'elle a permis de vendre le produit, c'était une bonne pub. Je vais vous rappeler des vieux souvenirs, là encore. La pub d'Arnal. Vous voyez un type plein écran qui disait Darnal, Darnal, Darnal. C'était le minimum intellectuel, c'était totalement sot. Il n'empêche que c'était une bonne pub parce qu'en quelques semaines, le nom de cette entreprise a été connu dans la France entière. Vous voyez que la qualité d'une publicité est totalement indépendante du plaisir qu'on peut avoir à l'écouter. J'aurais la même chose pour Pampers, j'aurais la même chose pour Lidl, j'aurais la même chose pour Leclerc. Tous les jours, une publicité qui rabâche la même chose, mais qui fait que tout le monde connaît ces grandes marques. Troisième réflexion sur la communication en général, la communication est un échange. Oui, j'aimerais que nos hommes politiques s'en inspirent. Vous avez intérêt à dire quelque chose à quelqu'un, on le comprend très bien. Mais vous posez-vous la question de savoir si ce quelqu'un a intérêt à écouter votre message. Quand on fait un mauvais projet, qu'il est mal ciblé, que les gens le repoussent, c'est de la faute de la communication. Non, ce n'est pas de la faute de la communication. Les communicants ne peuvent pas vendre un mauvais projet, ne peuvent pas vendre surtout un projet mal ciblé. Refuser systématiquement, tant que vous ne considérez pas personnellement que le projet est vendable, refusez de le vendre. Il n'y a aucune obligation à se lancer dans une opération désespérée, car je n'ai jamais vu la communication sauver un mauvais projet. Réfléchissez au projet avant de le lancer. Après ces trois remarques, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si Benoît, tu es en ligne, si personne ne s'est insurgé en cours de route ou a une question à me poser maintenant. Voilà. Mesdames et messieurs, je profite de cette petite pause dans l'exposé de Jean-Stéphane Strizna pour vous dire que dans la fonction chat, vous pouvez poser vos questions par écrit. Je les formulerai tout à l'heure de vive voix à Jean-Stéphane Strizna. Je vous remercie d'avance. Je reprends ? Oui, Jean-Stéphane, tu peux reprendre.
Alors, si vous avez des objectifs, si vous avez une cible définie, si vous avez un message à faire passer, alors la communication va pouvoir faire quelque chose pour vous. Mais tenons-nous bien, très peu de choses. On ne sait faire que 3 choses. Faire connaître, faire aimer, faire agir. Faire connaître un nouveau produit. Oui, on a une nouvelle télévision en relief, etc., etc. Ça, c'est du faire connaître. Faire aimer, cette télévision en relief, non seulement elle est en relief, mais en plus, elle a des très belles images et le programme qui est dedans est d'un seul coup merveilleux. Ça, c'est du faire aimer. Et puis le troisième, c'est le faire agir. Et le faire agir, c'est toujours dépêchez-vous de venir l'acheter parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Toutes les communications, quelles qu'elles soient, reprennent ces 3 niveaux. Faire connaître, faire aimer, faire agir. Si vous ne connaissez pas le produit, ou la pièce de théâtre, ou la visite d'un musée, si vous ne connaissez pas, vous ne viendrez pas. Si vous n'aimez pas le produit que vous venez de connaître, vous ne viendrez pas. Et si on ne vous dit pas au dernier moment, c'est demain l'exposition et pas après-demain, vous ne viendrez pas non plus. On a donc ces 3 niveaux de communication obligatoires, faire aimer, faire connaître, faire aimer, faire agir. Le résultat d'une communication est dépendant de 3 choses, à mon avis. La préparation, le très bon ciblage et la rapidité d'exécution. Plus l'exécution de votre campagne de communication sera rapide et plus vous donnerez un effet de masse. La première fois qu'on voit dans un journal passer l'exposition machin, c'est l'exposition machin. Quand on a vu 5 fois passer l'exposition machin dans la même semaine, d'un seul coup, l'exposition machin est devenue quelque chose d'important et il faut y aller. C'est à la mode, tout le monde en parle. Donc, la qualité de la présentation du message, la qualité du ciblage et l'exécution très rapide. Je passe maintenant au vif du sujet, parce que je vous ai parlé de termes techniques, le message et autres. On va maintenant les définir et on va voir sur ces éléments de base comment le Covid agit. Les messages, vous voyez que le chiffre 3 est un chiffre tabou en communication. Le message, c'est 3 parties. Une promesse, une accroche, une justification de la promesse. On va le prendre dans l'ordre et je vais commencer par le cœur du message, la promesse. Dès que vous commencez une communication, vous promettez quelque chose à votre interlocuteur. C'est le cœur du message. Quand vous vendez de la lessive, vous lui dites « je lave plus blanc ». Lave plus blanc, c'est le message, c'est la promesse. Mais quand vous organisez un concert, vous ne vendez pas des notes, vous allez vendre le plaisir du concert. On a changé de niveau. Le lave plus blanc, c'était un fait. Le plaisir du concert, c'est autre chose. On est déjà monté d'un niveau. Mais c'est toujours une promesse. C'est une promesse d'un plaisir envisagé pour plus tard. Même quand vous recherchez un mécène, dans votre communication, vous allez faire une promesse au mécène. Vous allez lui dire « j'ai besoin d'argent », ça ne va pas tellement l'intéresser. Par contre, vous allez lui dire « par votre mécénat, vous participez à une grande œuvre. Vous allez conserver un bâtiment qui vaut la peine d'être conservé. Vous allez vous inscrire dans l'histoire. » La promesse que vous faites dans votre communication, dans toute communication, c'est d'abord de dire « je fais quelque chose pour vous » et pas de dire « vous allez faire quelque chose pour moi ». Je vous promets en échange de votre argent de vous faire rentrer dans une grande aventure. Je vous promets en échange de l'argent que vous allez me donner de faire un événement qui marque. C'est cette promesse qui est le cœur
de votre message. Maintenant, pendant le Covid, que vaut la promesse? C'est toute la question. Est-ce que j'ai envie de la promesse que vous allez me faire? À partir du moment où je commence à craindre pour ma vie, pour mon avenir, pour l'emploi de mon fils, pour ci, pour ça, quelle promesse va encore m'accrocher? Le Covid nous a apporté une perte d'envie. Les soucis, multiples et variés, vont couvrir nos envies. La crise financière n'est pas encore arrivée. Les gens ont encore un peu d'argent. Ces faits se sont passés dans l'économie. Les gens, même à 4, même à 6, auraient pu faire un réveillon avec des grands crus, avec du foie gras, avec… Non. Ils ont fait un réveillon modeste parce qu'ils n'avaient plus envie. Le Covid a eu comme effet de saboter notre communication en sabotant la force de la promesse. Il va donc falloir que nous imaginions rapidement des promesses qui puissent encore motiver les gens. Eh bien, si vous regardez la télévision et les publicités depuis 3-4 semaines, vous voyez apparaître des promesses qui moralement sont peut-être critiquables. Mais maintenant, on vous vend des produits sanitaires qui sont efficaces même contre le Covid. Vous voyez que la promesse a changé. Non seulement ça fait briller, non seulement c'est plus blanc, mais maintenant, ça chasse le Covid. À quand le jambon qui vous permettra de développer des défenses immunitaires? Vous ne faites pas de soucis, ça va venir. Nous sommes dans une période où la peur va amener les gens à modifier la promesse et simplement pour survivre, ils vont non pas vous mentir, les publicitaires ne mentent jamais, ils vont vous présenter les choses de telle façon que la promesse que vous allez entendre soit une promesse acceptable en période de Covid. Et on va avoir un recul permanent. Comme on a eu un recul dans les besoins, on va avoir des promesses qui vont reculer. On ne vous proposera plus le paradis et un monde merveilleux. On vous proposera de faire très attention et d'utiliser de la vitamine D qu'on trouve dans le foie de morue. Eh bien, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, le Covid commence par jouer au niveau de la promesse et donc au niveau du message que vous allez fournir. Tous les messages ne pourront plus passer, sauf à les repolliniser avec des promesses Covid. Deuxième partie de ce message, c'est la justification de la promesse. En devenant grand, nous avons fini de croire au Père Noël, ou du moins un peu moins, et nous avons besoin de justification. Quand on nous promet quelque chose, on dit la preuve. C'est ce que l'on doit trouver dans tout bon message de communication, une promesse immédiatement justifiée. Alors, dans un besoin de sécurité, la promesse, elle est justifiée. Retournez votre paquet et vous avez à l'intérieur de ce paquet, à l'extérieur de ce paquet, excusez-moi, tous les ingrédients et vous savez qu'il y a moins de sucre, moins de sel, etc., etc. Mais ça ne répond pas à la promesse. Et je m'explique. Quand vous vendez une galette des rois, vous ne vendez pas des calories. Vous ne vendez pas de la pâte d'amande. Vous vendez le plaisir que vous allez avoir à manger cette galette avec vos parents, vos amis, vos enfants. C'est ça que vous vendez. Au fond du fond, vous ne vendez jamais un produit, vous vendez toujours le plaisir envisagé par ce produit. Et donc, votre justification, contrairement à ce que pensent les gens, n'est jamais du domaine du rationnel. Votre justification, elle est du domaine de l'émotionnel. Et quand vous vendez une galette, vous vendez du plaisir qui peut, quelque part, classer le niveau du plaisir.
Vous vendez une galette qui est jolie, rien que son aspect vous rappelle la galette que vous avez prise il y a 5 ans avec des amis et correspond à un plaisir que vous envisagez. Eh bien, pensez bien qu'à chaque fois, vous allez rentrer dans ce domaine-là. Quand vous vendez la visite d'un musée, vous ne vendez pas les objets qui sont dans le musée. Vous vendez le plaisir que j'ai déjà eu à m'étonner devant des pièces magnifiques dans un musée. Et donc, ma justification n'est absolument jamais dans vous trouverez une pièce de 312 grammes avec etc., etc., etc. Non, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ma promesse, c'était vous allez vous étonner. La justification de la promesse, c'est le papier qui est paru dans le journal disant j'ai vu une exposition exceptionnelle. La justification n'est pas rationnelle, la justification du plaisir n'est jamais rationnelle. Il faut bien voir que quand vous écrivez un message, si vous le formulez rationnellement, si vous formulez cette promesse rationnellement, vous ne répondez pas à la demande. Simplement, vous levez quelques freins. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes allergique aux arachides, si derrière le paquet il y a marqué « ne contient pas d'arachides », ça vous soulage, ça vous aidera à passer à l'acte. Mais vous ne l'achetez pas parce qu'il n'y a pas d'arachides, vous l'achetez parce que vous avez envie d'acheter cette galette. Et ça, c'est une faute qui est très, très fréquente en communication. On répond rationnellement à une demande qui est passionnelle. Vous voyez, j'ai déjà fait 2 parties de ce message. La promesse, la justification de la promesse. On va passer maintenant à la 3e partie de ce message parce que on a bien tout confectionné, c'est tout beau, c'est tout un joli paquet, il y a tout ce qu'il faut, une bonne promesse, une bonne justification, on est dans le bon domaine. Oui, mais personne ne le ramasse. Personne ne le ramasse parce qu'il n'y a pas d'accroche. L'accroche, c'est la poignée qui va vous permettre d'empoigner le cadeau. Et quand vous aurez empoigné le cadeau, vous commencerez à l'ouvrir. Bien après avoir empoigné le cadeau. Donc, il faut que votre accroche soit forte pour que j'ai envie d'emporter le cadeau chez moi. Je l'ouvrirai plus tard. Alors, en communication, on a une formule qui va peut-être amuser les matheux. L'intérêt d'une nouvelle est inversement proportionnel à sa probabilité. En langage clair, le facteur qui mord le chien a plus de chances de faire la une que le chien qui mord le facteur. Donc, plus c'est improbable, plus votre événement est improbable, plus le produit que vous vendez est improbable, plus il a une valeur d'accroche et plus on a envie d'embarquer le cadeau, de regarder la promesse et de croire les justifications. Là encore, si vous fabriquez votre message, quel qu'il soit, sur ce schéma-là, vous allez attirer les gens vers cette promesse et vers ce message. Alors, oui, la promesse, l'accroche, comment la faire en période de Covid? Eh bien, c'est tout simple. En période de Covid, il faut parler du Covid. Et notre dernière conférence de presse, c'était les musées sont fermés à cause du Covid, visitez les églises. C'était une conférence de presse, c'était une accroche. Tout le monde a repris cette accroche parce que c'est vrai qu'il y a le Covid, c'est vrai que j'ai aussi envie de voir des œuvres d'art et que les œuvres d'art sont disponibles dans les églises. Oui, une vraie promesse, une accroche puissante va vous permettre de multiplier de façon énorme les gens qui vont lire votre message. Oui, mais on a eu l'exemple avec le journal Marianne, je pense que vous vous souvenez. Il y avait toujours des accroches sensationnelles. On avait envie de lire l'article qui était dedans. Et 10 fois, j'ai acheté le journal. Et 10 fois, j'ai été déçu par le contenant. Comme je suis patient et que mon métier, c'est quand même la communication et la presse, je l'ai acheté 10 fois. Je sais beaucoup de gens qui se sont arrêtés à la 2e. Donc, plus votre accroche est forte, plus les gens vont ramasser votre message, mais plus votre message est décevant et moins votre accroche portera. Donc, méfiez-vous, c'est tout une question d'équilibre. Vous avez un très bon message, si vous avez une très bonne promesse, c'est-à-dire qu'elle plaît à la cible, si vous avez une très belle justification, c'est-à-dire qu'elle est émotionnelle, et vous avez une très belle accroche qui vient envelopper le paquet. Si vous avez tout ça,
vous avez tout ce qu'il faut pour communiquer, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant à qui je fais ma proposition. Et c'est là qu'on va arriver, sauf s'il y a quelques questions, et je vais demander à Benoît si à la fin de cette partie, il y a quelques questions, nous allons passer à la cible. Benoît. Oui, ce n'est pas vraiment une question, mais je rassure tout le monde, effectivement, nous n'avons pas les moyens en ce moment de mettre le PDF en ligne. Peut-être, Jean-Stéphane, si tu es d'accord, nous le mettrons après la conférence. On le mettra, je le renverrai après la conférence, oui. Voilà, et on le mettra en ligne sur la page sur laquelle cette vidéo, d'ailleurs, cette conférence est enregistrée. J'en profite pour le dire à tout le monde. Et vous pourrez la visionner dans un second temps grâce au lien que nous mettrons sur YouTube. Vous trouverez tout cela sur le site de Patrimoine Environnement. La question, oui, alors plusieurs personnes ont raisonné, bien sûr, sur l'émotion. Je crois qu'il y a une remarque là-dessus. On vend bien sûr une émotion et pas un produit fini. Je crois que le message est bien passé. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de questions parce que tu as un niveau encore peut-être un peu théorique. Je pense que les questions qui viendront ensuite seront peut-être plus pratiques, comment une association, bien sûr, se débrouille avec ça. Je vends de la théorie et ensuite on passera au cas pratique. Voilà, exactement. Mais je vous répondrai sur les cas pratiques. Mais pour traiter un cas pratique, encore faut-il qu'on me l'expose. Voilà. En tout cas, tu as même des compliments pour l'instant. Une personne dit que l'exposé est passionnant. Eh ben, remercie ces personnes pour moi. Mais tu viens de le faire. Eh bien, on va passer à la phase suivante, les cibles. J'ai un beau message, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant à qui je vais le vendre? Eh bien, ça aussi, ça se traite rationnellement et par partie. On va voir 4 points importants de la cible. Le premier point, c'est la localisation. Mon événement a une zone d'achalandise. S'il est local, ben, c'est le département. S'il est national, ben, ça sera le pays. Et s'il est international, on pourra passer sur les télévisions internationales. Mais chaque événement, jusqu'à aujourd'hui, a son public attaché à sa région. On a tendance à considérer que pour voir un spectacle, plus d'1 heure de route, c'est illusoire. Comme a dit Benoît tout à l'heure, je m'occupe de la bataille de Castillon. La bataille de Castillon, c'est 2 heures et quelques de spectacle, mais au-dessus de 100 km, les gens ne se déplacent pas, ou alors ils couchent sur place. La zone d'achalandise, la zone, donc notre cible du point de vue géographique, c'est 1 heure autour de l'événement. Quelle que soit la qualité de votre conférence, les gens ne prendront pas plus d'1 heure pour venir vous voir. Alors, ça, c'était vrai hier. Aujourd'hui, grâce au télétravail, les gens se sont habitués, et j'ai été extrêmement surpris de leur rapidité, se sont habitués à travailler sur Internet. Vous voyez, moi, je n'arrive pas à voir l'écran, je ne me vois pas et je parle dans le vide, mais il y a plein de gens qui ont tout de suite compris et ça a marché très bien. Ça doit être une question de génération ou de connexion Internet. Je pense que c'est aussi un cas de connexion Internet. Toujours est-il que je vais vous donner l'exemple de Philosophia. Philosophia, c'est une fête de la philosophie qui, depuis 15 ans, reçoit 5 à 6 000 personnes, ce qui, pour de la philosophie, est exceptionnel. Eh bien, cette année, nous avons dû le faire en vidéoconférence. Nous avions pour chacune de nos salles, en moyenne, 900 personnes. Dans le réel, nous avons dans nos salles, que les plus grandes, que 600 places assises. Donc, nous faisions 50% de plus de remplissage en téléconférence que sur place. Et en replay, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi, pour un festival qui fait 5 à 6 000 personnes vivantes, nous avons eu près de 100 000 connexions. Nous avons multiplié par 10 1000% d'augmentation dans le public. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que oui, jusqu'à présent, la localisation géographique était une composante importante de la cible. Ben aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des gens que je ne connais pas qui se sont inscrits je ne sais où et qui nous ont regardés, je dis bien dans le monde entier, à condition d'être francophone, effectivement. Nous n'avions pas, et on va y penser, nous n'avions pas pour l'instant de traduction instantanée.
C'est merveilleux, moi je n'en reviens pas. La cible change, en tout cas du point de vue géographique. La première chose est donc que demain, quand vous allez cibler pour votre événement, qui sera retransmis, il va falloir que vous augmentiez largement la diffusion et que vous sortiez des sentiers battus en vous disant pourquoi pas le Pas-de-Calais, même de Marseille, on pourra écouter le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, croyez-moi, il n'y a pas un Marseillais qui montera à Paris pour écouter une conférence. Et bien, si elle est sur la ligne, si elle est sur Internet, eh bien, il y a des Marseillais qui vont écouter la conférence parisienne. Autre point, quand on étudie une cible, c'est sa disponibilité. Jusqu'à présent, on avait un mal fou à situer les conférences à l'intérieur d'une journée, parce que 19 heures, c'est un peu tard, ça va gêner les gens qui ne vont pas pouvoir dîner. 15 heures, les gens sont au bureau, et 22 heures, les gens ne ressortent pas. C'est une vraie préoccupation de se demander, hors des périodes de vacances, quand les gens sont disponibles. Bien aujourd'hui, avec le replay, ça ne se pose plus. Notre cible est multipliée par je ne sais combien à partir du moment où nous ne sommes plus liés à des horaires. Actuellement, nous sommes une vingtaine ou une trentaine sur cet exposé, mais rien ne dit que plusieurs centaines de personnes ne viendront pas écouter cet exposé dans les jours qui viennent. Notre cible change parce qu'effectivement, elle est plus disponible, ou plutôt que notre communication est disponible à d'autres heures. Là encore, il faudra que nous pensions ça dans notre communication. Notre cible va s'élargir. Donc, grâce au Covid, nous avons potentiellement beaucoup plus d'auditeurs possibles. Troisième point qu'on étudie toujours sur la cible, c'est son âge. Dans nos associations, soyons clairs, les dirigeants sont des jeunes retraités, les participants sont des retraités plus ou moins jeunes. On se bat tous pour penser à la prochaine génération, mais dans toutes les associations auxquelles je participe, dans toutes les associations du patrimoine auxquelles je participe, la moyenne d'âge est quand même très élevée. Eh bien ça va changer. La disponibilité aujourd'hui va suivre ce qu'on a vu, tout à l'heure, et la cible va rajeunir, puisque en plein télétravail, on pourra très bien s'interrompre pour regarder une conférence sur le Christ à Byzance, et c'est une conférence qu'on a eue dernièrement au Bernardin. Bien évidemment, jusqu'à présent, c'était réservé à des gens pouvant se déplacer à 19 heures dans Paris. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, à n'importe quelle heure. Et si à 2 heures du matin, je veux écouter une brillante conférence sur le visage du Christ à Byzance, eh bien, je peux. Donc, ma cible a là encore été multipliée de façon exponentielle. Autre composante de la cible, et là, je le saisis moins bien, les catégories socio-professionnelles. Nous sommes toujours tous battus pour des CSP+, c'est-à-dire les gens qui ont une certaine aisance, en considérant que les gens qui ont une certaine aisance ont normalement une certaine culture et une certaine envie de la culture. Je pense qu'avec le Covid, ça ne va plus être vrai. D'abord, les gens qui ont une certaine culture ne vont plus forcément avoir une certaine aisance. Les gens qui souffrent le plus actuellement, ce sont les professions libérales. Les salariés n'ont pas encore vu arriver la crise, ils vont le voir, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore vu arriver la crise. Donc, l'aisance va peut-être changer. Les catégories socio-professionnelles supérieures ne seront plus si supérieures que ça. En crise économique, ça va tout remettre à plat. Par contre, les gens curieux, les gens intellectuels qu'on trouve un petit peu partout vont se trouver beaucoup plus libres, et là encore notre cible va changer, et j'envisage dans les mois qui viennent tout un tas de gens qui vont prendre goût à la culture alors que jusqu'à présent ils n'en avaient pas réellement la possibilité. Vous voyez que le vrai changement de cette crise, pas aujourd'hui, mais dans les semaines ou les mois qui viennent, ça va être un changement de cible, et donc notre communication va être totalement à repenser. Pas le message, mais les canaux de communication que nous utiliserons, et éventuellement l'accroche, parce que si la cible change, il faudra aussi qu'on repense les accroches.
Si la cible est plus grande, obligatoirement, la communication va être plus coûteuse. Et ça va être un vrai phénomène. Si on veut avoir plus de monde, il faudra plus investir. Donc la communication sera plus importante. Comme les autres événements feront pareil que vous, la concurrence, entre guillemets, va s'élever. On va avoir besoin non plus de présenter un spectacle local, mais d'être systématiquement au niveau international, puisque nous serons en concurrence avec des gens de bon niveau. Vous voyez que de ce côté-là, je pense que nos associations vont souffrir. On ne pourra plus se permettre d'avoir quelque chose de moyen, car sur la toile, nous sommes en concurrence avec des gens d'exception, avec des spectacles d'exception. Exister, ça va nous demander un énorme effort. À réfléchir, on y reviendra, mais je crois que ça va être une tendance. On sera plus nombreux sur l'événement et ils seront de meilleure qualité. Maintenant, on va passer à la fin de cet exposé déjà. On va passer aux canaux de communication. On a un bon message, on a bien construit sa cible. Eh bien, comment va-t-on faire passer ce message? Vous avez vu depuis le début qu'on n'a pas parlé d'argent, hein. Je suis attaché de presse, donc mon rapport financier avec les journaux est nul. De par la loi, je ne peux pas payer de l'espace dans un journal, ce serait contraire à la loi. Les publicitaires savent le faire, les attachés de presse n'ont pas le droit de le faire. Donc, c'est uniquement un échange de bonne volonté. C'est-à-dire que si le journal héberge un article, c'est parce que j'ai su l'intéresser. En aucun cas parce que j'ai payé. Je n'achète jamais le moindre centimètre, je n'ai pas le droit d'acheter de l'espace. Donc, quand je vous parle de communication, je vous parle de communication gratuite parce que les journaux, les télévisions, Internet acceptent de m'héberger simplement parce que je lui rapporte du public, parce que l'événement que je défends est intéressant. Donc, on va parler des canaux de communication qui sont à ma disposition. Ils ne sont pas nombreux. Il y a d'abord la presse papier, il y a ensuite des radios, il y a ensuite des chaînes de télévision et il y a enfin Internet et les réseaux sociaux. On va commencer par parler de la presse papier. La presse papier était déjà dans une position difficile avant la crise. Mais effectivement, la crise a largement accentué ces difficultés. Simplement parce que les gens ne sortant plus de chez eux, n'achètent pas le journal qu'ils avaient l'habitude d'acheter dans le kiosque. Les gens ne se promenant plus dans Paris, ne prenant plus le train, ne prenant plus l'avion, non pas, comme on l'a tous fait, se sont pas chargés les bras avec toutes les revues qu'ils auraient eu envie de lire, et là, ils allaient enfin avoir 3 heures tranquilles, donc ils rentrent avec 5 revues, qu'ils ne liront pas d'ailleurs, mais ils rentrent dans le train ou dans l'autobus en ayant acheté des journaux. Aujourd'hui, quand on ne sort plus, on n'achète plus de journaux simplement parce qu'ils ne sont pas disponibles. Par contre, on va les voir sur Internet et j'ai fait toute une partie là-dessus tout à l'heure, à la fin. Donc les journaux, malheureusement pour eux, je pense qu'ils ne s'en remettront pas. Le journal papier, qui pour nous, en communication culturelle, est essentiel. Avoir un beau papier dans Le Point, dans Le Monde ou dans Télérama, ça nous a toujours fait très plaisir. Et en plus, ça touche notre cible. C'est très intéressant pour nous, des gens qui achètent pour lire de l'information. C'est faramineux. C'est eux qui sont à la recherche de quelque chose qui va leur plaire. Donc, à nous d'être à l'intérieur et d'être disponibles. C'est le support papier pour le monde culturel, c'est essentiel. Oui, mais il y aura bientôt plus de papier. Je ne pense pas qu'il y ait de solution, donc on verra. Je n'aurai sûrement plus de papier dans le monde. Deuxième support qui nous intéresse, c'est la radio. Ah, la radio, c'est un support intéressant parce que ça a dû faire connaître. D'un seul coup, vous passez sur une grande radio et des millions de personnes l'entendent. C'est du faire connaître. Deuxième point, c'est très intéressant parce que la radio est le média le plus cru. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens écoutent la radio et les informations qui leur arrivent par la radio sont des informations crédibles. Le son de la voix, ils croient beaucoup plus la radio que la télévision, par exemple. Alors, quel est l'inconvénient de la radio?
Oui, on fait du faire connaître. Ah, j'ai entendu à la radio que. Oui, mais alors, le titre, je ne m'en souviens pas bien. L'adresse, je ne l'ai pas noté, j'étais en voiture. Je sais qu'il y a un spectacle qui devrait m'intéresser. C'est dans le sud-ouest. Oui, mais je ne sais plus où. Vous voyez, c'est ça le vrai souci. C'est qu'on va avoir une forte valeur d'accroche, on va susciter l'intérêt, mais on ne va pas arriver à concrétiser l'envie. Donc, au niveau du faire agir, ça va être très, très faible. Bien évidemment, c'est un peu compensé aujourd'hui parce que toutes les radios se sont dotées d'un site en ligne et à la fin de plein d'émissions, on vous dit vous pouvez la revoir ou avoir des informations en allant sur tel site. Je ne sais pas si systématiquement les gens y vont. Je pense qu'ils vont y aller. C'est une question de temps. Pour l'instant, je crois que c'est un peu faiblard. Donc, oui, en faire connaître. Oui, en faire aimer à condition d'avoir une émission un peu longue. Alors, une belle émission sur France Inter ou sur France Culture, ça ne se refuse pas. Encore faut-il la durée pour qu'on puisse s'installer. En faire agir, je pense que c'est un peu pauvre. Troisième canal qui se propose, c'est la télévision. Ah, quand je parle de télévision, je ne parle pas des chaînes thématiques ou des chaînes de cinéma auxquelles on n'a pas accès. Même histoire où il y a si peu de temps donné à de l'interview ou à de l'information, une demi-heure ou au maximum 1 heure par jour, que ce sont des chaînes qui, pour nous, attachés de presse, ne sont pas des outils. On a trop peu de chances d'y passer au moment où on veut passer. En revanche, les chaînes généralistes, les grandes chaînes, la 1, la 2, etc., oui, c'est un bon support. Oui, tous les ans, pour la bataille de questions, nous obtenons un reportage à un moment ou un autre sur notre événement. Très jolies images, beaucoup de temps pour le préparer, beaucoup de temps pour le faire passer, et ainsi de suite. Et puis, ça prend, allez, quand on est très bon, 1 minute 30, 2 minutes si on a trouvé un sujet. Ça a intéressé le public, tout le monde est content. Et ceux qui connaissaient se disent « Oh, il faut que j'y aille cette année ». Mais ceux qui ne connaissaient pas, de la même façon que pour la radio, ça ne les intéresse pas puisqu'ils ne savent pas où ni quand. Personne n'a posé sa fourchette pour noter que la bataille de Castillon passait tel jour à telle heure à tel endroit. Donc, pareil, en faire connaître, c'est bien. En faire aimer, c'est pas mal. En faire agir, c'est très faiblard. J'en arrive maintenant à l'Internet. L'Internet dans ses deux composantes. Les sites, alors tout le monde a son site, bien évidemment, et c'est très bien. Un site, c'est parfait en faire connaître, c'est parfait en faire aimer, et c'est parfait en faire agir, parce que souvent, on a un lien en bas du site, et tac, on arrive directement sur la billetterie, c'est impeccable, c'est parfait. Sauf qu'il y a des millions, bientôt des milliards de sites, et que pour être référencé, c'est une vraie galère, et qu'on revient exactement au même problème qu'au départ. Si on connaît, on va voir, mais si on ne connaît pas, ça dort. Donc, on a simplement déplacé le problème. Au lieu de faire connaître le spectacle, au lieu de faire connaître l'événement, on va être forcé de faire connaître le site. Donc, on va faire de la communication classique pour que les gens viennent sur le site Bataille de Castillon, sur lequel ils vont être très bien accueillis et ils vont réserver et le restaurant et la chambre d'hôte et tout ce qu'il faut, sauf que la communication s'est simplement déplacée d'1 degré. On va faire connaître le site avant de faire connaître le spectacle. Vous voyez qu'on n'a pas progressé à ce niveau-là. Autre chose de plus intéressant, les blogs et les influenceurs. Ah, les blogs et les influenceurs, maintenant, c'est un partenaire au même titre que les journalistes. Oui, on invite en conférence de presse des blogs, des influenceurs et des blogueurs. Alors, ils sont habituellement jeunes, ce ne sont pas forcément des journalistes formés, mais ils vont le former, hein, ils vont se former, il n'y a pas de doute. Pour l'instant, ça reste un petit peu du gadget. La façon de traiter l'information n'est pas forcément celle à laquelle on est habitué, mais c'est un support en devenir. Je pense qu'à l'avenir, les blogueurs seront un interlocuteur valable pour les relations et pour la communication. Et je voulais finir par les journaux en ligne, et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Les journaux papier vont s'éteindre petit à petit, en même temps que leurs abonnés.
mais les journaux en ligne vont progresser. C'est faramineux. Vous avez tout. Vous avez l'article long qui permet de rentrer, donc de faire du faire connaître, de faire du faire. Bon, vous pouvez même avoir du faire agir, puisque si vous vous débrouillez bien, vous aurez en bas l'adresse ou le lien vous permettant de vous contacter sur votre site. C'est faramineux. Et c'est quasiment gratuit, puisque les abonnements en ligne sont très, très bon marché. C'est, à mon avis, le support qu'il va falloir privilégier pour notre communication dans les années qui viennent. En plus, grâce aux réseaux sociaux, on renvoie les articles sur Facebook ou sur Twitter, ils sont renvoyés et autres. Là, l'outil de communication de demain, il passe dans les journaux en ligne. Et donc, pour les attachés de presse ou pour tous les communicants, c'est le support de demain. Je crois qu'il faut qu'on y pense et qu'on trouve éventuellement des messages adaptés à ce nouveau support, même si pour l'instant, ils sont encore très proches du support papier. Un dossier de presse papier, c'est aussi un dossier de presse journaux en ligne. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a très, très peu de différence. Maintenant, je vais faire une petite conclusion. Hein. La conclusion générale, la crise a simplement accéléré des tendances qui existaient déjà. Ça va nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Elle va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Les vaccinations, bon, certains nous disent 6 mois, d'autres pensent 10 ans, mais entre les deux, il doit y avoir une vérité. On va donc avoir devant nous un nouveau monde, mais un nouveau monde qui sera avide de communication, avide de savoir, avide de curiosité. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Demain, la communication, ce sera un petit peu rénové, mais ça sera la même. Nous aurons toujours besoin d'un bon message, toujours besoin de bons réseaux de communication et toujours besoin de bonnes cibles. Donc, rien de changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, oui, les temps sont durs, les temps sont durs. Faisons comme le roseau plutôt. Le vent souffle, on se courbe un peu, mais dans quelques mois, on va se redresser. Il n'y a pas de gros problème. C'est comme ça. Pendant 1 an, nous n'avons pas pu communiquer ou très mal communiqué. Dans l'année qui vient, ça va aller mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'attends vos questions pour être plus précis. Merci Jean-Stéphane de cet exposé qui m'a paru à mon niveau assez clair, mais qui suscite quand même des interrogations, parce qu'il y a la face claire et la face sombre dans cette communication. Il y a cette menace de la peur qui peut nous enrayer toute communication, et puis les opportunités nouvelles que fait naître aussi cette situation. Et puis les différents canaux. Il y a d'autres choses que vous n'avez pas parlé, donc je vais peut-être vous interroger après, mais je voudrais d'abord faire place aux questions de nos internautes, et il y en a quelques-unes. Là, nous avons affaire à un gestionnaire d'un site, d'un monument historique, qui nous dit qu'il parle d'un point sur la cible. Comment transformer, demande-t-il, un spectacle vivant ponctuel réalisé dans un monument historique en spectacle enregistré puis rediffusé sur YouTube ou Facebook? Ça, c'est sa première question. Après, il a une autre remarque concernant le CSP. Il dit qu'il a vu cet été en 2020 un intérêt grandissant du public pour le patrimoine, notamment les jardins classés au monument historique, dans son cas. Et il s'étonne un petit peu aussi de votre propos, parce que sur la presse locale-régionale, vous dites que c'est plus compliqué de communiquer parfois avec elle, mais qu'elle-même est davantage en recherche de sujets. Alors, il y a 3 points dans cette première intervention. Je vais peut-être répondre d'abord à la première question, parce que la deuxième question me paraît un peu plus ardue et il va falloir y réfléchir plus. Donc, la première question, c'était comment arriver… Comment transformer un spectacle vivant ponctuel réalisé dans un monument historique en un spectacle enregistré puis rediffusé sur YouTube ou Facebook? Alors, pour moi, il n'y a pas de nécessité de le changer. On a bien dit qu'on vendait de l'envie, on vend du plaisir. Le plaisir de regarder un spectacle enregistré, c'est le même que de regarder la télé. Quand on se déplace pour voir un spectacle en vrai, c'est le plaisir de venir avec des amis, c'est le plaisir du petit café avant et du restaurant après.
Donc ça, je ne crois pas que ça soit changé. L'envie peut changer, mais dès qu'on va pouvoir rouvrir, il va bien sûr falloir rouvrir ces lieux de convivialité. Quand je vais voir un spectacle, je vais voir l'ambiance du spectacle, je vais voir les gens qui regardent ce spectacle. Là, on n'est pas en concurrence. Si on le passe sur YouTube, on tue le plaisir du spectacle. Alors, on pourrait le passer de façon payante. Je suis sûr qu'il y a des sites qui pourraient passer des spectacles de façon payante. Mais à mon avis, ce n'est pas la réponse à la promesse. Là, dès que l'épidémie sera finie, on va de nouveau avoir des spectacles vivants. Et le spectacle vivant, ça apporte tout autre chose. Ce n'est pas le spectacle qu'on va avoir, c'est l'ambiance du spectacle, c'est le plaisir à l'intérieur du spectacle. Et là encore, dans la promesse, il ne faut pas se tromper. Je vous vends 2 heures de bonheur. Quand je viens à la bataille de Castillon, je ne regarde pas la bataille de Castillon. Je viens participer, je viens sentir les chevaux, je viens vivre un événement. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut rester. Est-ce que ma réponse vous satisfait? Alors ça, je ne sais pas si notre participant, il va nous le dire via le chat, il est d'accord sur cette première question. Un point concernant les CSP, là, il fait sa remarque que durant l'été 2020, on l'a vécu à peu près normalement, il a rencontré un intérêt grandissant du public pour le patrimoine. Est-ce que vous l'avez constaté vous aussi? Je n'ai pas entendu votre question. Je recommence. Notre internaute ou visionnaute, je ne sais pas comment nous devons appeler les participants à cet atelier, dit qu'il a connu cet été en 2020 un intérêt grandissant du public pour le patrimoine. Est-ce que vous avez constaté la même chose, vous, Jean-Stéphane? Oui, bien. Alors, ça fait des années que l'engouement du public pour le patrimoine augmente. Ça fait des années, c'est une tendance. Là, ça a été bloqué parce que le château en face de chez moi est fermé. Il est fermé depuis 6 mois. Bien sûr que les gens vont vouloir revoir ce qu'on leur a interdit pendant un an. Mais l'intérêt pour le patrimoine, oui, mais ça correspond au besoin général de sécurité. On est dans une période difficile, trouble, on l'était déjà avant. Donc, se repencher vers son passé, c'est avoir des certitudes. Tous les Européens se penchent vers leur passé parce que l'avenir de l'Europe est incertain. C'est un mouvement extrêmement classique. J'ai un passé, donc j'ai un avenir. Oui, il faut l'exploiter dans ce sens-là. Venir voir un château médiéval, c'est venir voir 1000 ans de civilisation. Quand on doute des 1000 ans prochains de sa civilisation. Aujourd'hui, cette crise-là, elle est à ce niveau-là. Très bien. Oui, donc est-ce qu'il faut préparer sa communication de sortie de situation de crise? Est-ce qu'il faut déjà anticiper dès maintenant la façon dont on va pouvoir communiquer quand on sera plus libre de circuler et de se retrouver sans contrainte? Eh bien, oui, je le pense. Il y a 3 jours, j'étais persuadé que nous allions sortir de la crise. Je me disais, bon, ça va, on commence à vacciner, tout va bien, dans 6 mois, c'est fini. Et puis, depuis 2 jours, on me parle de 3e confinement et je me dis, tu as encore 3 mois d'avance. On va en reprendre encore pour 3 mois. Et effectivement, faut préparer la communication de sortie de crise. J'espère qu'on sortira de crise avant l'été. Il va y avoir un immense besoin de soulagement. Les gens vont sortir, ils vont regarder le soleil. Aujourd'hui, ils ont l'impression de vivre dans un tunnel. Le matin, ils se lèvent pour s'habiller, ils vont travailler, ou pire, ils ne s'habillent pas, ne se lèvent pas, prennent leur ordinateur sur leurs genoux et télétravaillent. C'est insupportable. Et vous regardez en Hollande ou regardez en Italie, on est au bord de l'émeute. Et en France, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas aussi au bord de l'émeute parce que les gens étouffent. Oui, il va y avoir effectivement un énorme courant, une énorme envie quand ça va s'achever. Oui, il faudra saisir cette envie, donc il faut penser à sa communication. Et cette communication, elle aura, à mon avis, pour axe le monde d'après. Et ça ne sera pas… on sera dans l'idée des survivants. On a passé l'épreuve, profitons-en. J'allais dire un petit peu années 20. Alors, bien sûr que cette crise, ça n'a rien à voir avec la guerre de 14, mais dans l'esprit des gens, ça va être ça. Ouf, c'est fini.
Et oui, bien sûr, il faut penser à cette communication. Et cette communication, elle sera un nouveau monde et on va s'éclater. Moi, je vois une reprise fulgurante quand on sera libre. Hein. D'accord. Un peu dans le même prolongement, et concernant votre exposé, vous avez évoqué tout à l'heure donc les opportunités nouvelles qu'offrait donc la pandémie et donc Internet et notamment des conférences. Vous avez cité le cas de Philosophia, des conférences en ligne qui touchent un public plus large. La question peut-être plus pour les gestionnaires de sites ou les animations, est-il utile dans ces périodes de crise où le monument est fermé, pardon, je recommence ma question, pendant ces périodes de confinement, où les monuments sont fermés, est-il quand même utile de devoir communiquer si oui, comment, avec quel type de message? Alors, c'est pas nouveau, mais l'image, c'est un capital. Il y a beaucoup d'entreprises. Je cite souvent l'exemple en cours, je cite l'exemple de Coca-Cola. Si on vendait tous les équipements de Coca-Cola, tous les brevets de Coca-Cola, toutes les boutiques de Coca-Cola, ça ne représenterait que 10% de la valeur en bourse de Coca-Cola. L'image de Coca-Cola, c'est 90% de la valeur de l'entreprise Coca-Cola. L'image d'un grand site, médiéval, Renaissance ou ce qu'on veut, ça représente quasiment tout son capital. Ce n'est pas la pierre qu'on vient voir, c'est l'idée qu'on se fait de ce château. Si on ne communique pas pendant un an ou deux, cette image s'effondre. Dans quelques mois, les gens auront oublié. Donc, bien évidemment, il faut continuer à communiquer. Sinon, c'est son capital qui perd. Alors, oui, ce n'est pas le moment de faire des investissements. Mais si on ne fait pas d'investissement, le capital se détruit. Dans quelques mois, on aura oublié. Alors, on se souviendra peut-être encore de Versailles, mais c'est peut-être même pas sûr. Donc, il faut se méfier. Le capital image se dégrade à toute vitesse à partir du moment où on ne voit plus parler de cela dans la presse, dans les journaux, à la télé. Non, non, bien sûr, il faut se débrouiller. Bien sûr qu'il faut préserver ça. Alors, dans la presse, un internaute nous parle de la presse locale et régionale qui indique qu'elle est en recherche de sujets. Donc, est-ce que pour un monument, il y a quand même intérêt à continuer à cultiver sa clientèle ou de Non, proximité? C'est quand même le canal privilégié plutôt que la presse en ligne. ah, alors, je ne suis pas si sûr. La presse locale, c'est pareil. Quand on est confiné, la presse locale, elle reste dans le kiosque. Hein. Même en Aquitaine, hein, Sud-Ouest n'a pas été florissant pendant ces derniers mois. Hein. Alors, oui, il faut absolument continuer à communiquer. Et pour continuer à communiquer, il faut arriver à faire un lien entre la crise actuelle qui bouge tous les écrans et la communication qu'on a envie de mettre. Alors, comment les monuments survivent pendant le Covid? Pourquoi pas? Ou comment j'ai profité du Covid pour faire remettre en état tel morceau et tel morceau? Comment, grâce au Covid, j'ai eu une subvention pour tel machin? Le sujet ne m'intéresse pas, mais il faut continuer à parler du fond. Mais malheureusement, il faut le relier au Covid parce que sinon, on n'a pas de place pour en parler. C'est une question d'accroche. Alors, il faut se creuser la tête. Hein. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais là, d'une façon ou d'une autre, il faut rallier. Alors, oui, ça peut se faire en images. Oui, ça peut se faire sur un reportage photo. Oui, ça peut se faire en invitant un artiste à photographier un mannequin. On peut inventer 1000 choses. Mais bien sûr, il faut continuer à communiquer. C'est du gaspillage. Un an hors des écrans, on va mettre des mois à revenir sur l'écran. Hein. Et croyez-moi, il va y avoir de la concurrence à la reprise. Hein. Tous ceux qui n'y auront pas réfléchi, qui vont au dernier moment, vont se dire bon, ben, j'ai un spectacle cet été, qu'est-ce que je fais? Les spectacles de l'été, c'est aujourd'hui qu'on les prépare. Et tous ceux qui disent il n'y aura pas de spectacle cet été, ben, il n'y en aura pas. Ils ne seront pas prêts. Non, il faut faire comme si. Hein. D'accord. Là, nous avons une autre question donc, apparemment dite par une personne qui est parmi nous et qui fait partie de cette catégorie blog, influence, Instagram, lorsque vous avez parlé donc, de ces nouveaux médias.
Elle salue et elle encourage la complémentarité des canaux qui vont permettre à telle ou telle structure de se démarquer, de tirer son épingle du jeu. Exemple, une émission relayée sur un site, relayée sur Internet, puis les comptes Instagram qui en font la promo derrière. Ça veut dire que lorsqu'on communique sur son site, peut-être, du site que l'on a à gérer ou de l'événement que l'on a à gérer, il faut se préoccuper aussi des répercussions de l'information sur les différents réseaux, Instagram, Twitter, Facebook et autres. Pour moi, on est encore au début de cette communication. Dans peu de temps, on ne fera plus la différence. J'ai fait la distinction dans mon exposé, mais dans peu de temps, il n'y aura plus de distinction. Qui verra la différence entre un blog et un journal? Qui verra la différence entre un site et un blog? On va avoir un média qui va se mélanger. Oui, bien sûr, on passera de l'un à l'autre. On classera les sites plus de façon qualitative, à mon avis. Il y a les sites qu'on fréquente parce qu'on les aime bien, et puis il y a les lieux où on ne va pas. Mais aujourd'hui, bien sûr que la multicommunication va se développer. Bien évidemment qu'on passe un article papier sur son Facebook et qu'on passe son Facebook sur autre chose. C'est évident qu'aujourd'hui, tout se mélange et qu'on va avoir une communication globale, mais on en parle depuis 30 ans de la communication globale. C'est pas une nouveauté. Alors oui, maintenant, ça se met en place. Je n'ai pas la réponse absolue, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se faire, mais en un an, dans mon cas, j'ai fait des progrès énormes sur ce niveau-là. J'ai la culture papier, j'ai commencé dans la presse papier, c'était un autre monde, c'était il y a 1000 ans. Donc la communication de demain, elle sera bien sûr multimédia, elle sera partout. La disponibilité du cerveau s'est beaucoup accrue, elle n'est pas infinie. Donc il y aura des choix à faire. Il y aura toujours des gens qui seront au-dessus du panier et puis des gens qui seront en dessous. C'est plus sur la qualité du message, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que se fera la distinction. Si j'ai envie de voir le message, je vais me débrouiller pour aller le chercher. Si le message ne m'intéresse pas, on peut me le diffuser par 1000 fois. Regardez les publicités qui passent, ça ne vous intéresse pas, vous ne les entendez pas. Personne ne pourrait me citer la dernière publicité Leclerc. On sait qu'il y a une publicité Leclerc, mais c'était sur quoi? C'était sur le maïs ou c'était sur les choux-fleurs? On n'en sait rien. On n'écoute pas, le message ne nous intéresse pas. On sait que c'était Leclerc. On a une impression mais on n'a pas de message. Autre sujet, autre question, remarque d'un de nos participants. Cette personne dit que vous n'avez pas évoqué le teasing. Pensez-vous qu'il résistera aux évolutions ou faut-il le réinventer? Le teasing. Qu'est-ce que vous peut-être rappeler en 2 mots le teasing, si tout le monde ne connaît pas le mot? Oui, donc amorcer la pompe et donner un peu de suspense. Le suspense, il existe aussi depuis la nuit des temps. Susciter l'envie, c'est dire c'est demain que j'enlève le bas. C'était ça la publicité dans les années 80, de ces gars-là dans les années 80. Oui, bien sûr qu'il faut susciter l'intérêt, bien sûr que on peut utiliser le suspense pour faire naître un intérêt. Oui, pourquoi pas. Il y a d'autres façons, mais pourquoi pas celle-là? Faire passer un petit morceau de film, ça a toujours encouragé les gens à venir voir le film au complet. Méfions-nous, l'accroche est souvent trompeuse. Et combien de fois on rentre dans le cinéma parce qu'on a été émoustillé par les quelques images qu'on avait vues et on est déçu par le contenu. Une autre personne nous dit ceci. Je ne vous entends pas. Ah, et là, vous m'entendez? Un peu mieux. Un peu mieux, pardon. Une autre intervention, je cite, pour développer nos activités, dit un de nos participants, il est important de connaître le profil ou les coordonnées des participants. Mais comment les repérer par les canaux évoqués qui ne permettent pas d'accès à ces informations? Est-ce que vous avez des astuces? Alors, de tout temps, les communicants ont imaginé leur cible. S'ils ont les moyens, ils la font tester après. Mais dans un premier temps, il faut imaginer cette cible. C'est-à-dire qu'on essaie, on s'est trompé, on corrige.
Si vous voyez que ça a de l'effet, vous persévérez. Mais à moins de payer une étude, et on peut toujours payer une étude, la cible, d'abord on l'imagine, puis on la teste, et puis on recommence, et on corrige sa cible en permanence. Mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Je teste, ça marche, je suis content, je continue. Ça marche pas, je corrige aux marges. Mais je crois que c'est pas nouveau du tout, ça. Hein. Les médias planeurs, donc les spécialistes du plaçage de publicité hein, dans les différents journaux, ont des outils qui leur permettent d'évaluer mieux les cibles. Quand vous allez voir sur les journaux, alors oui, mais ce sont des logiciels payants, mais quand vous allez sur Data ou autre, on vous explique que les lecteurs ont tel âge, qui sont dans telle situation, à tel niveau et autres. Vous pouvez éventuellement voir ça sur des sites en ligne, vous avez les sites d'État, le bureau de vérification de la publicité vous donne ça, le bureau de vérification des… attendez que je réfléchisse. Le bureau de vérification des quantités publiées, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous devriez le trouver sur Internet, vous donne chacun des journaux avec leur lectorat. Oui, c'est une façon d'approcher. Mais pour les journaux, pour la télé, il faut l'imaginer, mais la cible est très large. Oui. Excusez-moi. C'est l'OJD pour les journaux. Oui, voilà, le JD pour les journaux, excusez-moi, ça m'avait échappé. Donc, effectivement, vous allez sur le site de l'OJD qui a changé de nom, mais vous trouvez effectivement tous les journaux avec leur lectorat. C'est une façon de créer sa cible. Mais très honnêtement, dans notre domaine à nous, où les cibles sont souvent assez réduites quand même, hein, il faut l'imaginer et la tester. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, je pense que les gens qui sont intéressés par ce type de spectacle, ils ont telle formation, ils viennent de tel endroit. Bon. C'est notre boulot et notre pratique, hein, c'est notre habitude, c'est une partie de notre savoir-faire. Hein. Une autre question qui est posée, Jean-Stéphane, c'est quel réseau privilégiez-vous? Facebook, Instagram, autre? Ah Moi, je suis très Facebook parce que c'est très généraliste. C'est 25 millions Mon de comptes. Mon épouse vous dirait que Twitter, c'est très bien parce qu'il y a plein de contacts. Je pense que pour l'instant, c'est trop tôt, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut être sur tous, mais je ne sais pas quel sera le meilleur et qui le sait, je ne sais pas qui sera le meilleur. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut être le plus souvent possible et le plus d'endroits possible. Hein. Autre question encore qui est posée, vous ne l'avez pas vraiment évoqué sous cette forme-là en tout cas, c'est la relation personnelle aux influenceurs et aux journalistes. Comment cultivez-vous un carré d'adresses? Est-ce qu'il faut vraiment choisir des personnes et entretenir et nourrir la relation avec elles? Ou quel conseil vous donneriez? Au début, vous connaîtrez les pigistes. Dans 40 ans, ça sera devenu des chefs de rédaction. C'est un métier, hein. Les relations presse, c'est un métier. Vous participez aux associations, vous avez des amis un peu partout, c'est un métier. Oui, bien sûr, les relations personnelles sont importantes, mais il ne faut pas les décevoir, c'est-à-dire que le journaliste a besoin de vous parce que vous lui amenez des nouvelles de valeur. En aucun cas, je ne connais pas un journaliste, même très ami, qui passera un sujet inintéressant. Ça n'existe pas. Oui, il faut connaître plein de monde. Oui, c'est le métier de l'attaché de presse de connaître plein de monde. Oui, c'est le métier de l'attaché de presse de donner le bon sujet au bon journaliste au bon moment. Mais c'est 40 ans de métier. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on vous a invité, Jean-Stéphane. Comment? C'est bien pour cette raison que nous vous avons invité. Il faut commencer. Hein. Le premier jour, on ne connaît personne, et puis 2 ans après, on en connaît plus, et 40 ans après, on en connaît qui prennent leur retraite. Mais non, je crois que surtout, il faut être honnête et il ne faut pas embêter les gens en leur fournissant des informations qu'ils ne peuvent pas utiliser. Un journaliste, il a un objectif, c'est de plaire à ses lecteurs.
Si vous lui envoyez des nouvelles qui n'intéressent pas ses lecteurs, vous lui gâchez son temps. Il a autre chose à faire que de traiter une nouvelle qui ne l'intéresse pas. Alors, souvent, vous avez la chance d'avoir X dossiers. Vous choisissez des dossiers qui intéressent tel ou un tel. Mais vous vous faites des amis en leur fournissant de la matière première de qualité, en leur fournissant des beaux dossiers, en étant disponible pour leur envoyer la bonne photo à la bonne heure. C'est un travail de… c'est un travail de convivialité, c'est un travail dans la bonne humeur, c'est un travail dans l'humour, mais c'est un travail. C'est de savoir donner aux gens, quel que soit le jour et quelle que soit l'heure, le dimanche le dimanche matin ou à 3 heures du matin. Si le journaliste a besoin de la photo de votre client à 3 heures du matin et qu'il vous téléphone, vous ne raccrochez pas. Alors, 3 heures du matin, c'est pour la politique, mais les événements culturels, c'est le samedi et le dimanche. Le journaliste, il attend de vous que vous lui envoyiez les informations au moment où c'est pris. S'il a besoin d'une photo du spectacle et que c'est le samedi à 20h, ben vous serez là pour faire la photo le samedi à 20h. Et sinon, c'est pas bon. C'est un échange. Hein. C'est un échange. C'est du temps. C'est aussi de la bonne volonté, c'est envie de faire passer son message et envie d'aider quelqu'un qui est dans une rédaction. Heureusement, si c'est un ami, on le fait encore plus volontiers. Là, nous avons une question qui nous vient de délégué de patrimoine environnement en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je pense il faut peut-être dissiper un malentendu. Un influenceur, c'est ce qu'on appelle un blogueur en général, c'est ça? Voilà. C'est plutôt voilà. Alors, oui. Oui, il y a des influenceurs payants et il y a des influenceurs gratuits. Hein. Il y a des influenceurs payants, c'est-à-dire que ce sont des pseudo-publicitaires qui utilisent leur image et leur site pour faire passer des produits. C'est du placement de produits. Ceux-là, ils font un métier de publicitaire et ils ont raison, ils ont créé leur… Bon, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les influenceurs culturels qui, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que c'est une association d'eux, vont relayer une information qui les intéresse. Et là, on est dans le domaine de l'information, des relations presse et de la connivence. Les influenceurs payants, c'est autre chose. Mais ils ont le droit de le faire, hein, mais ils ne font pas partie de la même famille. D'accord, merci. Ça répond à votre question ou pas? Je crois, parce que je pense qu'il y avait une confusion dans le mot influenceur. Notre ami nous demandait que pour être influenceur, faut-il être jeune et beau? Plus sérieusement, comment créer ou trouver un influenceur? Donc, je pense qu'il a répondu. Voilà, vous avez répondu à sa question. À sa question, oui, c'est… alors oui, bien sûr. Attends, il y a des influenceurs millionnaires ou voire peut-être plus qui vendent des produits de beauté. Moi, je ne vends pas de produits de beauté. Je devrais. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure tout doucement. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Stéphane, à propos de ce clarté. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, je vais vous envoyer le PowerPoint pour que vous puissiez le mettre en ligne. Voilà, nous le mettrons en ligne à côté de la vidéo de cette conférence. Comme ça, les personnes pourront revoir la conférence si elles le souhaitent et en même temps accéder au PowerPoint que vous avez préparé, qui vous a demandé. En plus, je sais que ça vous a demandé beaucoup de travail. Donc, autant que nous valorisions. Non, le PowerPoint moins que la préparation d'exposé, mais les deux vont ensemble. En tout cas, merci. Vous nous avez donné le meilleur. C'était très intéressant. Ça nous remet dans un contexte. Et souvent, cette démarche qui n'est pas naturelle pour toute personne qui a quelque chose à communiquer, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment à dire et à qui je le dis, quoi. Et voilà, est-ce que cette personne qui va le recevoir est en capacité de l'entendre? C'est pour ça que j'ai été un petit peu scolaire. J'ai été un petit peu scolaire pour donner les clés et savoir que tant que je n'ai pas mis une croix devant chacun des points évoqués, je n'ai pas fait mon travail. Il faut vraiment que j'ai résolu l'ensemble des points avant de me lancer. Voilà. Et rappelons aussi, autre point fort pour moi de votre exposé, c'est que même en situation où tout est fermé, où on ne peut rien vendre comme visite ou comme animation, il faut continuer à communiquer peut-être sur son histoire, sur ce que l'on est, sur les travaux de restauration ou d'entretien, enfin, raconter des histoires. Il faut continuer à être présent parce que c'est un capital.
Sinon, le capital s'émousse. Il faut continuer, tant qu'on peut, à défendre le capital acquis. Les années de communication qu'il y a déjà dessus, il n'est pas question de les laisser tomber. En quelques semaines ou en quelques mois, ça sera oublié. Donc, surtout, restez présent. Merci beaucoup. Je rappelle, parce que la question m'est reposée encore, je le redis une nouvelle fois, le PowerPoint sera disponible sur la page du site Patrimoine Environnement, sur laquelle figurera ce web atelier enregistré et que nous mettrons en vidéo d'ici le début de semaine prochaine. Merci à tous. Jean-Stéphane, je ferais qu'on se tutoie dans la vie ordinaire et quand je suis à l'écran, j'ai tendance à vous voyez. Peut-être une confusion dans ma communication. Et j'ai corrigé en cours de route. En tout cas, communiquer, c'est aussi s'adapter. Voilà. Merci encore infiniment de nous avoir accordé ce temps et un temps qui est précieux parce que je sais que vous êtes entre différentes visites de presse, rencontres de presse, des moments forts qui sont pour vous. Exactement. Demain, ça sera le Covid et l'agriculture. Ah bon, ben voilà. Mais alors, merci dans votre agenda qui est compliqué, même en situation de crise, et peut-être encore plus en situation de crise. Merci de nous avoir donné ce temps. Et un grand merci et bravo. Merci. Et à très bientôt. Et félicitations à votre perroquet aussi. Au revoir. Il chante merveilleusement bien et ça n'a pas été un parasite. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie.